Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 142. Et dans cette chronique, je vais essayer de définir les liens entre un socialisme à l'allemande et plus exactement un socialisme provenant du plus profond de la région de l'État de la RDA, donc de la République démocratique allemande, et dont effectivement ce socialisme est plus profond que ce qu'on veut, bien entendu, de la propagande, nous faire croire que cela a été amené par les soviétiques. Alors, beaucoup de penseurs, comme Spengler, dans son Socialisme et prussianité, ou Werner Sombart sur son socialisme allemand, ou Ernst Niekisch faire des écrits nationaux-bolcheviques, eux-mêmes ont été, je dirais, influencés par l'histoire de la Prusse. Et la Prusse, dans sa dynamique, a toujours été, je dirais, sociale, voire même socialiste. Alors, si on analyse effectivement toute cette période jusqu'à l'effondrement du mur en 89 et la fin de la RDA entre 90 et 91, on s'interroge sur toutes ces périodes qui ont évolué depuis la naissance de la RDA en 1949 et à l'arrivée, bien entendu, à la tête du SED, le Parti socialiste unifié en 71 de Erich Honecker. Alors, effectivement, la perestroïka a été une véritable catastrophe pour cet État allemand qui fut reconnu au niveau international et indépendant. Et parmi les pays de l'Est, la RDA est en effet celui dont les performances macroéconomiques sont les meilleures. C'était l'un des moins ouverts aux réformes économiques, mais plus ouvert sur l'Ouest. Alors au vu des résultats économiques, je dirais il était nullement nécessaire pour l'équipe de Necker, de Mittag, de Heger, de s'engager effectivement dans une perestroïka en RDA. Ce qui, finalement, au fond, traduisait bien la volonté d'un Gorbatchev plutôt déboulonneur et destructeur, ne croyant plus au socialisme qu'une certaine réforme de l'idée socialiste. Alors, bien entendu, toute cette équipe, qui furent des Allemands, plus particulièrement des Prussiens, ont su combiner une rigidité idéologique et un grand pragmatisme économique. Je dirais même derrière un certain maintien des principes marxistes-léninistes qui se sont, avec le temps, transformés de façon importante dans une certaine continuité via la régulation économique. Alors, à l'époque, je dirais sous la férule de la période de Erich Honecker, une certaine stabilité, c'est d'abord, je dirais, l'ensemble de choix stratégiques et une tentative originale d'articulation, un centralisme systémique avec, je dirais, une flexibilité des structures et des décisions afin de pouvoir répondre, je dirais, à la demande. Mais loin de la propagande occidentale, c'est une des raisons pourquoi je reste dans ce que traduction factuelle, mais n'oublions pas que cette structure est aussi la mise en place d'une forme particulière de régulation sociale. Alors l'ensemble, à l'époque, constituait un type de socialisme prussien qui marquera longtemps l'économie et la société est-allemande. Bien sûr, la proximité avec la RFA, la République fédérale allemande, qui sera cultivée par Honecker, apportera certes un ballon d'oxygène à la RDA, mais elle jouera aussi comme un élément déstabilisant dans la mesure où la mutation de la structure des besoins
s'en trouvera accéléré. Alors, bien entendu, l'échec de Erich Honecker ne peut s'expliquer seulement par le succès de Gorbatchev et sa volonté d'entraîner les pays du Comecon et du pacte Varsovie, et plus précisément la RDA, dans le marasme, ce qui a eu également pour conséquence de détruire son propre pays. Mais cela est une autre histoire. Alors il faut en chercher les racines à l'intérieur de la RDA, dans ce que je déterminerai comme étant le monolithisme extrême de l'aspect politique et idéologique, mais aussi, je dirais, dans l'usure des potentialités d'un système économique, et surtout dans l'érosion du pacte tacite passé entre le pouvoir et la population, qui finalement, à long terme, sans réelle adaptation, conduit à une crise de régulation sociale. Alors, parlons par exemple de la fameuse flexibilité administrée grâce au combinat est-allemand. Alors, il faut comprendre, pour rentrer dans le vif du sujet, que la création des combinats est la réforme la plus importante réalisée en République démocratique allemande. Toute l'industrie est réorganisée à partir, je dirais, des années 80 sur la base des combinats. Leur nombre était de 157 pour l'industrie et le bâtiment. Dans les années 80, nous pouvons donner le chiffre de 148, employant bien entendu un effectif de 5 000 à 70 000 personnes en moyenne, voire jusqu'à 25 000. Alors, le combinat, pour expliquer son mode de fonctionnement, sa structure, pour que finalement les gens comprennent un peu, je dirais, sa dynamique, le combinat rassemble sous une direction opérationnelle unique des entreprises juridiquement indépendantes, quelques dizaines parfois dispersées, je dirais, sur tout le territoire, sous une forme proche des groupes industriels ou concerns occidentaux. Cette structure se développe ensuite dans les services, expliqué par le service des transports. À côté de ces combinats dirigés centralement sous la tutelle du ministère industriel, sont mis en place 93 combinats régionaux sous la responsabilité des 15 districts qui composent la RDA. Essentiellement, je dirais, dans l'industrie légère et alimentaire, de facto produisant pour un marché régional. Alors avec les combinats disparaissent les anciennes unions industrielles, ce qu'on a appelé sous cette formulation du VPB, qui étaient des échelons intermédiaires entre les ministères industriels et les entreprises et combinats. La direction dans l'industrie suit désormais un schéma simple à deux niveaux. État et combinat, à la logique administrative de fonctionnement des fameux VVB que je viens de préciter, fait place à une logique économique. Le directeur général, le DG du combinat, est un industriel, un directeur d'entreprise. Par exemple, si on lui pose la question ou lui demande un engagement politique, c'est sûr que ses compétences économiques qu'il choisit, vu des DG politiques, ou politiquement bien en vue, et parfois ayant même des responsabilités ministérielles, remplacées parce que pas assez efficaces. Alors certains combinats, comme je dirais Carl Zeiss, sont même dirigés par de véritables entrepreneurs dont le management fait l'admiration des Allemands de l'Ouest. Les premiers combinats ont été créés en 1966 à titre, je dirais, expérimental, à titre de laboratoire. Un décret de 1973, précisant leur statut, il y avait à l'époque 37, me semble-t-il. Leur constitution procède d'une démarche progressive et pragmatique qui se précipite à la fin des années 70 pour cause d'intensification et de déficit extérieur.
Le décret de 1979 précise, et je cite, le combinat industriel rassemble des entreprises liées entre elles par une production commune, un procès commun de production ou de dépendance technologique à des stades de production. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont souvent construits sous le mode vertical, rattachant, je dirais, à une entreprise ses principaux fournisseurs. En cas d'espèce, nous le constatons également aussi en Chine, par ce qu'on appelle les fausses entreprises du privé. Alors, en réduisant les échanges interbranches dans l'industrie, il s'attache à une faiblesse chronique des économies socialistes, mais on en rencontre aussi qui sont construits sur le mode horizontal. En fait, la logique de concentration est plus profonde. Dans les combinats, le circuit de la reproduction élargie intensive est, tout le monde le sait, largement fermé. Cela bien entendu met en évidence leur responsabilité d'organiser eux-mêmes des activités scientifiques et techniques, voire de les exploiter ou de les utiliser efficacement dans la production et, in fine, de garantir à long terme de bons résultats économiques. Alors, cette idée de circuit de reproduction fermé, on pourrait définir comme un leitmotiv de la littérature économique sur le combinat, signifie qu'il regroupe au son sein tous les éléments du circuit économique, depuis la recherche et la formation jusqu'à la vente. Alors le commerce extérieur et l'étude des marchés, c'est clairement formulé dans le rapport du 11e congrès du SED, donc du Parti socialiste unifié, en 1986. Le procès de production du combinat est formé de telle manière qu'il va en principe de la matière première, donc du matériau de départ, jusqu'au plus haut degré de sa transformation. Je vous renvoie à Marx là-dessus, dans le deuxième volume du Capital, premier chapitre. Alors il faut développer les combinats de façon à ce qu'ils produisent eux-mêmes les approvisionnements qui seront déterminants pour la qualité. Je dirais que même c'est une condition de base pour travailler partout avec une grande, je dirais, efficience, voire même efficacité. Et avant tout, pour pouvoir réagir rapidement aux exigences changeantes de la demande. On constate une recherche de l'autonomie maximale. Sinon, l'autarcie du combinat est celle de la flexibilité des entreprises afin de les orienter vers je dirais, la demande et de réduire les délais de réponse. Les informations en provenance du marché doivent remonter directement au premier stade de la recherche de développement. C'est un agencement incontournable. Alors, me direz-vous, pour assurer cette flexibilité, les dirigeants est-allemands ont plus confiance aux vertus de l'organisation qu'aux initiatives décentralisées. C'est ce que, en ce cas d'espèce, le modèle choisi en RDA est celui de la flexibilité administrée, un peu comme l'économie, je dirais, socialiste de la Yougoslavie. À ce propos, je ferai également un audio sur l'économie de troisième voie que fut la Yougoslavie de Tito. Semble fort intéressant et dont l'expérience peut être, je dirais, refaite ou même peut s'en inspirer. Alors, revenons au combinat. Le combinat fait plus que rassembler les entreprises, il les intègre. Le DG, le directeur général, peut réallouer les productions entre les entreprises. Il concentre, je dirais, au niveau du combinat les moyens scientifiques, voire même les techniques, des investissements. Il est, à mon sens, d'après ce que j'ai pu en déterminer, le seul habilité, et plus le ministre, à intervenir bien entendu auprès des directeurs d'entreprise et leur donner des directives. Et pour ces derniers, la réforme de ces combinats est véritablement une centralisation, alors que pour les ministres industriels, pour l'État, il s'agit d'une décentralisation, une perte certaine, je dirais, de leurs prérogatives. Le détail de la planification et de la gestion passe aux mains des directeurs généraux ou des directeurs généraux, alors que l'État garde la main, je dirais, de la définition des grands agrégats. On s'approche un petit peu, c'est vrai qu'on peut comparer ça à l'économie de la Yougoslavie.
Alors la gestion des grands équilibres et le contrôle de certains nombres de produits stratégiques, le directeur général est devenu le personnage clé de l'économie est-allemande. Dans une procédure informelle, mais qui s'institutionnalise, j'ai pas peur de le dire, le responsable de l'économie, par exemple Gunther Mittag, réunit chaque année depuis 1981, si on suit les rapports de l'époque, à Leipzig, les DG, passant ainsi au-dessus de la tête des ministres industriels dans un séminaire, et où ils sont tenus de s'engager individuellement sur des objectifs annuels élevés de performance économique, quantitative et surtout qualitative. Alors, à travers la création des combinats, il y a la volonté de dynamiser l'appareil productif est-allemand, afin bien entendu de dégager des gains de productivité. Ils sont même, je dirais, dirigés par une entreprise mère, performante en général, dont la direction devient celle du combinat. On lui rattache non seulement ses fournisseurs, mais aussi d'autres entreprises, petites et grandes, de la même industrie, parfois même moins performantes. Et donc l'inertie sera secouée par la main énergique du directeur général, et ces structures doivent aussi permettre de mieux utiliser les nouvelles technologies, de diffuser les innovations dans toutes les entreprises. 90% en moyenne euh, sont intégrés dans les combinats, je dirais, au début des années 80. Depuis, à partir de 86, le potentiel restant université, académie, est associé au combinat par des contrats où ces établissements de recherche fournissent des prestations qui sont payées. Cette cohérence entre la théorie et la pratique, pour qu'il n'y ait pas une séparation, un peu comme aujourd'hui le problème que nous avons, où beaucoup sortent des universités et sont un peu perdus quand il est question de trouver du travail. Et donc effectivement, souvent, sous cette forme d'équipement, les combinats sont tenus de mettre en œuvre une planification stratégique qui, sur un horizon de 7 ans, doivent répondre aux exigences de haute valeur ajoutée, bien entendu, in fine, de renouvellement des produits. Alors bien, intervient à ce moment-là une nouvelle réglementation, en 1987 me semble-t-il, sur les cahiers des charges et les passeports d'innovation, subordonnés bien entendu strictement à l'autorisation d'investir et à la mise en œuvre de telles stratégies. Alors en relation avec les combinats, le commerce extérieur a été décentralisé et dans ce domaine, la RDA, la République démocratique allemande, a été plus loin et a commencé plus tôt que les autres pays socialistes. C'est vrai que je mentionne bien que chaque pays avait sa propre idée du socialisme. C'est ce que disait Renan, chaque peuple a sa conception du socialisme. Alors, l'essentiel des activités de commerce extérieur est confié aux combinats. Soit ils obtiennent des prérogatives de commerce extérieur, soit les entreprises de commerce extérieur sont intégrées, je dirais, dans les combinats, ce qui est, n'ayons pas peur de le dire, dans la moitié des cas. Ainsi, les unités de production négocient directement avec les clients ou fournisseurs étrangers. Un lien direct s'établit entre marché et production et surtout recherche. Le contrôle de l'État ou le contrôle d'État continue à s'exercer à travers le monopole des devises que les entreprises ne peuvent détenir, mais depuis à peu près 1987, un nombre croissant de combinats peut constituer un fonds de devises en marque internationale ou en marque est-allemand qui n'est pas convertible. Bien entendu, tout cela alimenté par un pourcentage non négligeable des recettes d'exportation en devises quand le plan dans ce domaine est rempli ou quand ces recettes augmentent. Alors, me direz-vous, ces devises peuvent être utilisées pour importer des équipements, par exemple informatiques, ou bien, je dirais, des biens de consommation pour le personnel. Et les réformes de l'époque, dans ce domaine, cherchent à intégrer dans la comptabilité des entreprises le coût des importations de capacités effectuées par les organes chargés de gérer l'approvisionnement pour ces produits. Alors, avec les combinats, la RDA dispose d'un outil de l'époque industriel bien rodé. Aujourd'hui, nombre de spécialistes de l'économie, même allemands, à commencer, jettent un regard tout à fait critique sur les mensonges
d'un gouvernement malhonnête. Ils se sont aperçus qu'effectivement, il y aurait eu une possibilité, si le sabotage n'avait pas eu lieu, de pouvoir maintenir l'économie socialiste. Alors, les résultats obtenus en matière de commerce extérieur, ou ce qu'on pourrait qualifier d'intensification, auraient été, je dirais, impensables, sans le génie de certains économistes allemands, de l'Est bien entendu. Ils ont certainement contribué à je dirais, homogénéiser la situation et les performances des entreprises et à diffuser les nouvelles technologies dans les entreprises sans modifier fondamentalement le mécanisme économique. Il comporte aussi des faiblesses, n'ayons pas peur de le dire. Le système comporte des inconvénients, même s'il peut y avoir des avantages, et qui sont, ma foi, inhérentes à ce type de structure. La faible marge, par exemple, laissée aux directeurs d'entreprise a un coût économique. La position de monopole des combinats interdit de leur laisser une trop grande liberté. En matière de bris, par exemple, l'esprit de clocher est important. Vous voyez que le socialisme n'est pas si évident. Alors, ce qui rend les relations entre combinats parfois délicates, c'est qu'une mesure récente, visée à l'époque, a atténué ce problème en autorisant les DG à vendre en devise à d'autres combinats des biens aux normes occidentales, ce qui va faciliter la diffusion entre combinats des innovations et des technologies. Alors nous en arrivons bien entendu au niveau économique à cette fameuse, je dirais, cette fameuse notion de la régulation directe ou indirecte. Alors articulée avec ces structures productives, la régulation économique en RDA est en transformation ininterrompue. Alors le mot réforme que je vais mettre entre guillemets a été prononcé pour la première fois par Honecker en février 1978. Bien entendu, à l'époque, il était vain d'attendre une réforme profonde du mécanisme comme dans les années 60, ou comme en Hongrie ou en URSS. La tendance est une lente décentralisation et au développement prudent de méthodes indirectes de régulation économique dans un cadre où les méthodes administratives, je dirais, ou directes, gardent le premier rôle. Mais précisons que le plan reste donc la référence première. Il est construit à partir d'une matrice de 615 par 615, poste bien entendu, ventilé en 16 ministères, qui couvre 70% de la production brute. Sa réalisation passe par le système des indicateurs planifiés obligatoires qui, ma foi, fixe aux entreprises et combinats des objectifs quantitatifs et qualitatifs, comme je viens de le citer plus haut. Maintenant, à partir desquels, je dirais, comment on peut en traduire ça, à partir desquels leurs performances seront évaluées, et dont dépend bien entendu l'attribution de dotations et de primes. Plus de 100 indicateurs ont cours dans l'industrie, pas toujours cohérents, connaissons-le, et l'essentiel pour les directeurs étant de connaître les plus importants qui traduisent les préférences centrales. À partir de 1984, les indicateurs de production industrielle marchande, les coûts spécifiques en matériaux ont disparu et les 4 principaux indicateurs sont production nette, profit, exportation et biens de consommation. Et en effet, on pourrait même dire que tous les combinats, y compris dans les biens d'équipement et intermédiaires, doivent fabriquer plus de 5% de leur chiffre d'affaires en biens de consommation industrielle, le plus souvent en construisant une usine spéciale à cet effet. Alors, nous assistons effectivement parallèlement au renforcement des contrôles centraux. Également, de nouveaux organes sont créés comme l'inspection d'état des balances et, bien entendu, l'inspection de la qualité, la compétence d'organes existantes, et à ma foi, je dirais, elles sont créées, voire élargies, comme celle du chef comptable dans l'entreprise ou celle des banques, en particulier sur les investissements, une partie essentielle de la régulation administrative est
du contrôle central se réalise à travers des systèmes de balance. Et ces balances qu'on qualifiera comme le MAK, matériaux, équipements et biens de consommation, établissent pour 4500 produits les emplois produits, et les ressources, y compris, sans oublier les importations. Bien entendu, tout cela est régulé pour chaque produit, le marché de gros, en indiquant aux entreprises leurs clients et fournisseurs. 500 balances sont gérées par la commission du plan, 700 par le ministère industriel et 3300 par les combinats dont, un tiers sont contrôlés centralement. Tout cela pour dire que la moitié de ces balances est gérée par l'État, l'autre moitié par les combinats, sorte de république des petites entreprises. Elle reste la pièce maîtresse de la planification centralisée, mais déconcentrée, et représente une lourdeur et une bureaucratie pas toujours facile pour les entreprises. Alors parmi les méthodes directes, je pourrais mentionner enfin l'apparition d'un certain nombre de normes fixées centralement et destinées à encadrer les comportements des entreprises. Par exemple, les projets d'investissement doivent être réalisés en moins de 2 ans et les délais maximum des contrats interentreprises, je dirais, par exemple, ont été réduites, si on trouvait la parade, de 2 tiers environ. Les coûts spécifiques des produits doivent diminuer de 2,2%, au moins, grosso modo. La durée normative d'utilisation des équipements qui servent, bien entendu, au calcul des amortisseurs, a été allongée d'un tiers environ, pour inciter à moderniser le capital fixe, selon les règles économiques du moment, et des normes d'économie d'énergie et de matériaux sont données aux entreprises, avec de sévères sanctions pécuniaires en cas de dépassement. Bon, bien entendu, le maintien et le renforcement des méthodes directes est manifestement destiné à contrebalancer les nouvelles prérogatives des combinats. Tout cela pourquoi? Afin de s'assurer qu'ils réalisent les propriétés, ou les priorités, macroéconomiques, mais on constate aussi une évolution du rôle de l'État vers moins de gestion directe et effectivement plus de contrôle, puisque plus de liberté. Alors dans ce cadre centralisé se développe depuis les années 80 des méthodes indirectes de régulation économique, on les appelle aussi des méthodes paramétriques, car l'État fixe le niveau d'un certain nombre de paramètres, ce qu'on pourrait qualifier comme étant le taux d'intérêt ou d'impôt, de la gestion des entreprises qui vont guider celles-ci dans la recherche du profit. Il faut signaler également, ne pas l'oublier, au sein du CAEM, la RDA est déjà le pays où les entreprises gardent la plus grande part du surplus qu'elles ont réalisé. Le rôle des subventions d'État dans le fonctionnement des entreprises est assez faible, reconnaissons-le, comparé bien entendu à d'autres pays socialistes. Tout cela, bien entendu, procède encore d'une conception qui est tout à fait propre. Alors, une étude ouest-allemande estime que 13,6% en 1984 le rôle de l'État dans le financement des investissements des entreprises, 27,3% de crédit bancaire et 34,1% d'amortissement. Alors l'auto-financement, y compris, je dirais, pour pas dire de bêtises, dans la solde, mais ne peut pas être mesuré. Les mêmes chiffres pour la RFA sont de 11,8, 13,6 et 57,8. Bon, vous voyez que finalement c'est assez proche. Alors en 84 pour l'industrie et en 85 pour le bâtiment, qui est institué par une contribution sur le fonds social que les entreprises doivent verser à l'État d'un montant de 70% de la masse salariale. Cette énorme taxe sur les salaires est destinée à faire du facteur travail une véritable composante des coûts. C'est une des raisons pourquoi il n'y avait pas de chômage en RDA. Et ne peut être intégrée dans les coûts à partir de 84 pour les nouveaux produits. Depuis 86, la taxe sur les fonds productifs est calculée sur la valeur nette de ce fonds, et non pas, je dirais, sur son prix d'origine.
Ce qui incite bien entendu, je dirais, de facto, les entreprises à faire durer les équipements et à les moderniser au lieu de les remplacer. C'est sûr que si on n'utilise pas le vieux, on ne pourra pas acheter du neuf. Alors les réparations générales ne modifient pas les valeurs nettes, soyons clairs là-dessus. Et parmi les méthodes que je dirais paramétriques, il faut aussi mentionner la politique de crédit qui se développe, des taux avantageux qui accompagnent les bons résultats en matière d'intensification et d'exportation. Ainsi que, n'oublions pas les investissements rapidement amortis, qu'on pourrait qualifier comme étant des durées de couverture des dépenses par les gains supplémentaires. Pour en donner des chiffres tout à fait factuels, 3,5 années pour les robots, 1,2 ans pour la CFAO en 87, contre 2,1 en 86, et de même, des taux d'intérêt, je dirais, élevés sanctionnent les mauvaises performances. Alors le produit net et le profit gagnent de l'importance, mais les faiblesses du système des prix conduisent, je dirais, l'État à utiliser de nouveaux indicateurs synthétiques appelés normatifs, ou on pourrait qualifier ça comme étant des conditions économiques de base. De 86 à 90, les combinats doivent accroître la productivité du travail plus vite que l'intensité en capital et que le salaire moyen. Alors les exportations de nouveaux produits doivent augmenter plus vite que les dépenses et le degré de spécialisation relative des exportations vers l'ouest, de nouveaux produits doivent croître, je dirais, in fine. Alors en RDA, l'évaluation de la qualité des produits n'est pas faite par le marché, mais par une administration centrale, ce qu'on appelle entre guillemets la SMW, c'est-à-dire Bureau de standardisation et de mesure des marchandises, et des fonctionnaires relativement indépendants qui contrôlent la qualité dans les entreprises. Leur décision, bien entendu, pèsera sur les prix et ils ont le pouvoir de mettre au rebut des produits défectueux. Alors les biens de qualité, ce qu'on appelle dans le jargon les biens Q, c'est-à-dire en principe facilement exportables à l'ouest, représentent 22,2% de la production industrielle et 13% en, je dirais, 80. Nous en arrivons effectivement à cette réforme, puisque de toute manière nous constatons d'une façon grandiloquente que Honecker a décidé de faire des réformes sur le long terme, ce qu'on appelle les réformes à petits pas. Alors depuis 1976, il y a eu de nombreuses modifications dans les prix afin d'améliorer leur rôle de reflet des coûts et d'incitation économique depuis cette date. Les prix de gros industriels connaissent, je dirais, des augmentations régulières en fonction de l'évolution des cours mondiaux. Les changements de base et les statistiques de la RDA permettent certaines évaluations entre les bases 1975 et 1981. La valeur de consommation intermédiaire a augmenté de 25%, plus encore pour la base 85. Au niveau de la compatibilité des entreprises, cela suffit, je dirais, même pour annuler le bénéfice des économies d'énergie et de matériaux. Cela a changé depuis, je dirais, 1966. Le fonds fixe a été réévalué en 1980, plus de 45%, et en 1986. Pour les biens manufacturés, le mode de formation des prix, je dirais, a changé en 1984. La composante valeur d'usage qui était fixée administrativement a disparu, les prix reflètent les coûts dans la limite des normes de consommation, on en impute, je dirais, un profit moyen de 10%. Alors en 1986, on a institué un système à 3 niveaux afin d'encourager l'innovation. Le premier niveau concerne les 2 premières années du produit nouveau, où les réductions des coûts réalisés ne se répercutent pas dans les prix, et alimente les profits. D'autres profits extra sont possibles pour des biens de qualité supérieure ou particulièrement rares, ce qu'on pourrait qualifier pour les biens de consommation de luxe ou les pièces détachées, prime jusqu'à peu près hauteur de 50%. Après 2 ans, le prix redescend au coût moyen de la branche. Un troisième niveau sanctionne les produits dépassés sur le marché mondial
ou les productions non rentables avec des abattements de prix. Mais soyons clairs, de véritables innovations peuvent être empêchées par des capacités, je dirais, en R&D. Alors, nous avons un stock de capital insuffisant par les performances des fournisseurs, par exemple, où l'on rencontre de nombreuses innovations fantômes. Dans l'industrie de l'automobile, exemple Trabant ou Warburg, ou l'électroménager, l'industrie des jouets et alimentaires. Dans les biens de consommation, il y a un système des prix à deux niveaux. N'oublions pas de parler de Robotron, qui est quand même un combinat qui fonctionne encore aujourd'hui et qui était très en avance en matière de développement de puces informatiques. Alors, dans les biens de consommation, il y a un système de prix à deux niveaux. Pour les biens courants, les prix sont stables depuis 30 ans et subventionnés, pain, lait, viande, transport, loyer, électricité, etc. Tout ce qui constitue l'importance de dignité pour un individu. Pour les produits de luxe ou les biens de consommation, je dirais, techniques, tels que la confection de mode, la télévision couleur ou plus souvent la qualité courante à l'ouest, les prix sont élevés et dépassent les coûts, soyons honnêtes. La RDA est le seul pays socialiste à ne pas avoir touché les prix des biens et des services de base. Cela, bien entendu, lui coûte de plus en plus cher, soit 60 milliards de marques de subventions en 1987, soit 23% des dépenses du budget de l'État et 3 fois plus en 80. Alors, la stabilité relative d'ailleurs, car de nombreux produits disparaissent, et ces substitutions irritent profondément la population qui parle, je dirais, d'inflation rampante. Alors, bien entendu, le rôle des catégories de la valeur comme le bénéfice, les coûts, les prix, les crédits et les taux d'intérêt se renforcent. Cela, bien entendu, transpire de la directive pour le plan de 86 à 90 à propos des méthodes indirectes de régulation. Le dernier volet de mesures dans ce sens est tout récent et pourrait même annoncer d'autres transformations plus importantes. Il s'agit de l'autofinancement des investissements. Résurgence d'une réforme de 67 dont le but est de relier investissement et bénéfices, grandeur qui avait été dissociée par la suite. Le principe est de les financer essentiellement à partir de l'entreprise, c'est-à-dire par les amortissements et profits, et depuis 1988, toutes les entreprises peuvent disposer d'un fonds à cet effet. Ce qu'on appelle en plus, bien entendu, du fonds planifié. Et tout cela sur leurs bénéfices pour réaliser des investissements jusqu'à 5 millions de marques décidés à leur initiative. Alors, bien entendu, une variante plus poussée de cette réforme est expérimentée sur 16 combinats et devrait être généralisée. Mais à partir de 91, mais la chose en a été autrement. Puisque l'Allemagne réunifiée, unité monétaire et liquidation de tout ce qui appartenait à la RDA. Restons dans le cadre de ce qui avait été prévu, car les gens à l'époque ignoraient complètement la disparition de cette petite république. Alors le financement de ces entreprises suit des règles nouvelles. Tous les investissements sont autofinancés avec la possibilité d'un recours au crédit bancaire, et le seuil des 5 millions est supprimé. L'objectif visé est que toutes les entreprises investissent au moins autant qu'elles amortissent, et elles ont le libre choix de l'utilisation des ressources. La régulation de ces activités ne se fait pas par des indicateurs planifiés, mais par des indicateurs d'orientation, beaucoup plus généraux. Alors l'aspect matériel des investissements reste, je dirais, la plus grande rigidité depuis 1980. Les combinats ont tous des unités d'automatisation, je dirais, ils sont fabriqués une partie de leur investissement, un quart du total dans l'industrie, je dirais en 87, ce qui, grosso modo, correspond à la réalisation de la première variante de l'autofinancement. Alors dans la seconde variante, cette limitation tombe, mais on ne sait si ces équipements seront régulés par la balance du MAK.
Afin de préciser les choses, un plan d'État d'investissement est institué qui ne doit pas dépasser, je dirais, 300 projets, 20% du total, et le reste est donc bien entendu entre les mains des combinats. Parallèlement, se renforce le contrôle sur ces activités, leur efficacité par le système bancaire. Alors, la régulation économique en RDA est assez, dans ces dernières époques, était assez éloignée du modèle traditionnel centralisé. Alors, par un processus ininterrompu, comme je l'ai précisé un peu plus haut, qui est, je dirais, caractérisé comme une réforme à petits pas, il n'y a pas de fonctionnement décentralisé, car la base n'est pas l'initiative de l'entreprise. Le caractère essentiellement administré des prix et des structures monopolistiques de la production interdisent toute évolution en ce sens et affaiblissent d'ailleurs les politiques reliant les profits et efficacité des entreprises comme l'autofinancement par exemple. Mais le pouvoir économique est réellement partagé entre l'État et les combinats, qui ont un rôle clé dans la régulation. Certes, leur création participe à la tentation de l'État d'instrumentaliser une industrie très concentrée. Quelques coups de téléphone sur des lignes directes permettent de donner quotidiennement des ordres à tous les combinats du ressort d'un ministère. La tendance, je dirais même, est d'ailleurs à l'intervention d'échelons supérieurs comme le plan ou d'autres organes fonctionnels. Par exemple, MITAG n'hésite pas à intervenir directement auprès de tel ou tel directeur de combinat, mais l'affaiblissement des ministères traduit la diminution des activités de la gestion de l'État pour des fonctions de contrôle. La gestion centrale se concentre dans celle de la moitié des balances, qui est en voie d'informatisation. Une école cybernétique est en train de renaître en RDA, vous voyez. On veut faire passer ce pays par la propagande comme étant incapable de quoi que ce soit, c'est parce qu'on ne lui a pas laissé les moyens ni le temps. Alors, comme je disais qu'une école cybernétique est en train de renaître en RDA, ce qui réalise en quelque sorte un modèle de socialisme prussien, fusion du socialisme et de l'informatique, et de l'étatisme prussien. Cette tentation cybernétique ne suit d'ailleurs pas un projet ultra centralisé, mais plutôt déconcentré, articulé, je dirais, autour du couple centre-combinat, dont la réforme d'un modèle multistable, les unités relativement autonomes étant régulées par une instance supérieure. Alors l'intérêt de la formule des combinats est qu'ils sont une structure évolutive qui autorise une large gamme de partage des pouvoirs avec l'État et dont une gestion en souplesse du processus de décentralisation à l'intérieur de ses limites. Alors, bien entendu, certains me diraient, oui, mais tu es en train de vanter ces systèmes qui auraient pu fonctionner, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas le vérifier, étant donné que l'histoire en a été tout autre. Alors, je vais être honnête, effectivement, il y a des problèmes qui peuvent s'accumuler dans ce que je viens de vous traduire ou vous expliquer. Malgré tout cela, je dirais que l'économie de la RDA connaît bien des dysfonctionnements. Et ce sont, je dirais, d'abord les caractéristiques de l'économie de pénurie, décrite par Corneille par exemple. Tension permanente entre l'offre et la demande, rareté de certains biens, substitution forcée, délai d'acquisition trop long. Alors attention, je ne fais pas l'éloge du capitalisme, loin s'en faut, car je considère qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas été apte à pouvoir s'occuper, en intégrant ou en fusionnant, en consommant l'Allemagne de l'Est. Il y a eu un exode massif des Allemands de l'Est à l'Ouest. Bon, revenons aux problèmes qui peuvent s'accumuler dans ce que j'ai pu expliquer. Alors, plus grave, je dirais, la croissance économique se ralentit nettement en 87, voire même en 88, avec 3,6 et 2,6%. Alors on peut expliquer cela par des phénomènes conjoncturels, comme le contre-coup d'un gros effort de rétablissement de l'équilibre extérieur qui a accumulé trop de tensions internes, voire même le ralentissement des importations. Mais il faut aussi souligner la faiblesse structurelle de l'économie est-allemande, dont l'action pourrait finalement, je dirais, entraver la croissance. La première est son insuffisance, je dirais, spécialisation internationale,
aussi bien vis-à-vis de l'Est que de l'Ouest, avec qui les échanges sont encore trop, je dirais, complémentaires. C'est aussi au niveau des structures productives internes de la RDA qui souffrent d'un déficit de spécialisation. Cela est inhérent d'ailleurs à la logique de construction des combinats qui vise finalement le maximum d'autonomie dans les approvisionnements. La production dans chaque combinat de moyens d'automatisation, de biens de consommation implique des conditions suboptimales. On a vu certains combinats de mécanique par exemple ou de transformation des métaux se mettre à fabriquer des composants électroniques qui manquaient effectivement cruellement sur le marché. Mais le plus grave est la tendance systématique à intégrer les entreprises d'amont qui livrent des éléments nécessaires à la production, tels que par exemple les pièces, les composants, sous-ensembles, les matériaux spécialisés, voire même divers. Donc, l'absorption des fournisseurs règle le problème des approvisionnements, certes, à court terme, mais seulement soumet les entreprises aux besoins d'un seul utilisateur final. Elles perdent progressivement, je dirais, une logique autonome de produits, d'études de marché et de demande d'innovation, et nuisent en fin de compte à l'utilisateur. Alors, le nombre de combinats a diminué depuis leur création, signe que cette déspécialisation croissante par l'éclatement de quelques combinats et de la distribution des entreprises entre les principaux clients, et cette perte de substance du tissu industriel se traduit par l'importation croissante de biens intermédiaires. Bien entendu, j'en viens encore à une autre faiblesse, qui est la faiblesse structurelle, qui est inhérente, je dirais, au mécanisme de régulation économique. Ce mécanisme fait preuve en matière d'intensification, de redressement extérieur, on peut dire même qu'il est bien adapté, je dirais, à une forte mobilisation du pays dans l'économie, même dans ses ressources. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que progressivement, les objectifs macroéconomiques sont en train de changer. Les mécanismes commencent à se trouver, je dirais, obsolètes, voire inadaptés. Les premiers indices sont apparus en 83, quand Mittag déclare effectivement qu'il ne servait à rien d'économiser des facteurs par l'intensification si c'était pour fabriquer des produits dépassés. Ce décalage est manifesté depuis, je dirais, 85 à 86, où l'équilibre extérieur est rétabli, mais la croissance se ralentit. La structure fine des produits ne répond plus aux exigences. Il apparaît même difficile de relancer le flux exportateur des biens manufacturés, alors même que le commerce international reprend enfin son essor. Ce que la RDA attendait depuis, je dirais, plus de 10 ans, la qualité, l'innovation, le marketing ne peuvent se planifier de trop. Les changements intervenus depuis 86 vont, je dirais, dans ce sens, mais sont trop insuffisants. De plus, il faut aussi signaler que de plus en plus de voix se font entendre en RDA pour dire qu'un plan construit sur 650 postes et 4500 produits est trop agrégé pour appréhender les produits dans le détail nécessaire, voire même trop lourd pour permettre aux entreprises et aux combinats de réagir rapidement. Aussi, à l'époque, propose-t-on je dirais, de limiter la planification à 200 postes environ et que le reste de la régulation se fasse par des mécanismes marchands. À partir de 88, il y a, je dirais, une même contradiction dans le mécanisme économique, car la marge d'initiative laissée en matière d'investissement aux entreprises peut venir buter sur le système rigide des balances. Ce qui a bien entendu une fonction déterminée, qui est la coexistence entre ces deux voies ne peut durer trop longtemps. Sans même, je dirais d'ailleurs, que la décentralisation de la régulation économique avait été envisagée pratiquement lors de la création des combinats en 1979, mais qu'elle a été sans cesse reportée en raison d'une part des événements polonais. Rappelez-vous, lèche-moi les godasses, alias Lech Walesa, l'idiot utile, et la leçon qui en a tiré les dirigeants est-allemands est que si on lâche quelque chose dans la planification et les contrôles de l'État, on perd vite la maîtrise de la situation. Et d'autre part, n'oublions pas des déséquilibres extérieurs. Alors nous en arrivons effectivement à cette combinaison qu'on pourrait appeler d'autoritarisme et de paternalisme, et qu'on pourra, je dirais, inscrire dans une crise de la régulation sociale,
et qui plonge aussi dans les racines de la Prusse. Ah ah ah, on y arrive. Pourquoi j'ai parlé énormément de l'économie? Parce que les Prussiens étaient connus pour être je dirais, des militaires sociaux ou des militaires socialistes. C'est dans leur façon d'être. L'économie prenait une très très grande part dans la Prusse orientale. Donc on en arrive effectivement aux racines de la Prusse du XVIIe au XVIIIe siècle, dont les dirigeants, je dirais, attendaient plus de la bureaucratie que de l'initiative individuelle. Donc ils étaient conscients que des devoirs envers le peuple, et c'est son consentement et non le droit divin qui est le fondement de la légitimité politique. Et c'est justement autour de la régulation sociale que se sont nouées les difficultés de la RDA au même titre que son propre peuple au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, les discours officiels mettent l'accent sur les rythmes insuffisants de la production des produits électroniques et informatiques et sur les prestations médiocres des entreprises, fournisseurs qui, bien entendu, ne respectent pas les délais ni les qualités demandées. Alors en matière de consommation, les besoins de base sont largement couverts, que ce soit, je dirais, la viande, le beurre, le sucre, le lait, également les soins, l'éducation. Bien entendu, quand je parle d'éducation, c'est la scolarité. Tout cela était bien entendu garanti. Mais nous constatons effectivement qu'il y a un taux très élevé de consommation par tête et tous les niveaux des besoins rencontrent une offre insuffisante. Confection et chaussures de mode, cosmétiques, hi-fi, ameublement, articles de sport et de loisirs, boissons non alcoolisées, fruits, légumes frais, ainsi que divers, je dirais, services comme la restauration, les réparations pour le logement et la voiture. La dernière rigidité structurelle réside dans le système des prix en RDA. Et c'est certainement, je dirais, il faut bien le mentionner, la plus délicate à résoudre. Ils ont essayé de faire en RDA des prix de gros, je dirais, rationnels, avec des prix de détail irrationnels. En fait, la rationalité de ces prix est double. Social d'une part, économique pour le reste, absorbait l'excès de pouvoir d'achat. Or, ce système écartelé de prix à la consommation ne correspond plus à la structure des besoins qui a considérablement changé et beaucoup plus rapidement que l'offre, je dirais, de biens. L'essentiel de la demande supplémentaire de consommation se porte sur des biens dits de luxe surtaxés. À partir de 88, une augmentation dans les magasins à prix fort, tels que par exemple Delicate et Exquisite. La rationalité des prix au niveau de l'entreprise est encore trop dirigée vers l'impératif d'intensification et pas assez vers l'état réel des marchés, qu'on qualifierait comme intérieur et extérieur, et de la demande. Cette question des prix, qui est un véritable tabou en RDA, est apparue brusquement sur le devant de la scène quand le plus éminent économiste de RDA, Jürgen Kosinski, à l'automne 88, et Otto Reinhold, en février 89, sont montés au créneau pour aborder le sujet. Ils soulignent d'une part les faiblesses réelles, je dirais, et le coût du système actuel, mais ajoutent qu'une vérité des prix signifierait des hausses de 20% à 400%, et que même si les revenus étaient réajustés, ce sont les catégories les plus défavorisées qui en subiraient les conséquences. Comme cela s'est vu dans d'autres pays. Comme nous ne sommes pas capitalistes, nous ne pouvons pas prendre le risque, effectivement, de faire une société à deux vitesses. Alors une telle voie est politiquement et socialement non seulement dangereuse, mais trahit l'idée première de ce qui qualifie de nous des socialistes. Alors bien entendu, depuis son arrivée au pouvoir en 1971, Necker a toujours défini la tâche principale comme l'unité de la politique économique et sociale. Le contenu, je dirais, de cette politique a changé au fil des années. Et dans les années 70, c'était l'affirmation de la croissance économique qui doit servir le progrès social pour tous. Et effectivement, aujourd'hui, du moins en cas d'espèce de l'époque, la formule est retournée. On ne peut pas distribuer plus ce que l'on produit.
Alors un des piliers de la politique sociale de Honecker sera le vaste programme de logement engagé dès son arrivée. Cette question a d'ailleurs été aussi une dimension économique car la pénurie de logements est une rigidité importante du marché du travail. Le but de ce programme est de permettre à chaque ménage d'avoir son logement, ce qui est important, car si l'ouvrier mange bien et se loge bien, il fera de lui un bon travailleur. De même standing moderne, je précise. Alors en 90, depuis cette date, 2 millions de logements neufs auront été construits et 1 million rénovés. Comme ça, la RFA n'aura pas besoin de les construire. Et cet immense effort touchera près de 9 millions de personnes, soit plus d'un habitant sur deux, ce qui est quand même énorme. C'est pour ça que je vous dis encore, si vous commencez à faire des recherches sur la RDA, vous allez voir que la propagande a bien fait son boulot. Et donc, il faut comprendre, pour aller plus précisément de ce que j'appelle la taille moyenne des habitations, qui sont passées, parce que je reste dans le cadre, de 20 à 27 mètres carrés par personne, et les logements neufs ont une surface moyenne de 58 à 70 mètres carrés. Et cela est certes encore, je dirais, assez juste, mais le coût de cette politique est déjà énorme, car elle accapare chaque année 10% des investissements totaux et de l'essentiel des capacités du BTP, c'est-à-dire du bâtiment et des travaux publics, délaissant ainsi, bien entendu, d'autres infrastructures comme la route ou le rail. Le rendement politique de cette mesure fut malgré tout assez mince, car limité je dirais, à la génération ayant connu l'amélioration, mais aussi parce que les normes d'habitation furent rapidement considérées comme insuffisantes. De plus, la République démocratique allemande, la RDA, reproduit jusqu'en 1980 les erreurs classiques de l'urbanisme occidental, qui n'est pas le fait seulement des pays socialistes. Et quand je parle de l'urbanisme occidental, c'est l'urbanisme d'après-guerre. Villes nouvelles, de banlieues, pauvres en infrastructures commerciales, sociales et culturelles, uniformité des structures d'âge et de ménage, conduisant effectivement de facto au phénomène bien connu de délinquance et de mal-vivre dans les grands ensembles. C'est là où finalement la structure de la RDA est bien rentrée en ligne, car vous savez, la volonté d'être présent partout, par le FDJ, par les jeunesses socialistes, par l'intégration entre l'université et le monde attractif du travail, et de faire des individus euh, des gens responsables, et surtout en ayant la conscience de classe. Alors cette tâche principale garde un sens très précis, car la présence, je dirais, voisine de la RFA pèse en fait énormément dans la politique est-allemande, avec et à travers les millions de visites annuelles de parents de l'Ouest de la télévision, que tout le monde suit ouvertement en RDA, et qui diffuse un mode de consommation qui sert de référence à la population. Une sorte de paradigme du capital. Alors la tâche principale est conçue comme une arme de lutte idéologique autour des arguments. En RDA, il n'y a pas de chômage, pas d'inflation, tout le monde est correctement logé, avec des loyers qui représentent seulement 3% des revenus, ce qui est vrai. L'enseignement est gratuit, tout le monde peut accéder à l'université et faire des hautes études, voire même des études très longues gratuites. La marge de manœuvre sociale du Parti socialiste unifié est très étroite, car elle se traduit par une nécessaire croissance des revenus, parfois au prix d'un arrêt des investissements, ce que j'appelle une austérité à la hongroise, et serait impensable, soyons honnêtes, et par un attachement ferme à sa politique des prix. Les évolutions, je dirais, sociologiques sont rapides, et les besoins d'aujourd'hui, ou de l'époque, je dirais, ne présentent plus ceux de l'après-guerre. Les catégories sociales directement motivées par les produits subventionnés sont plus défavorisées. Retraités, employés dans les services non productifs, santé, enseignement, commerce, alors que la majorité de la population a déjà une structure, je dirais, de consommation qui l'oriente vers les biens taxés. Les dirigeants est-allemands commencent à percevoir cette situation et reconnaissent que la dynamique a des besoins et dépasse celle de la production, et que l'insuffisance de l'offre a des effets sur le moral au travail, et bien entendu des conséquences économiques. De gros efforts sont faits pour combler les lacunes. Chaque combinat doit fabriquer des biens de consommation, je dirais des biens d'importation, des biens d'équipement,
Et je dirais, une usine de télévision couleur a été, je dirais, achetée à Toshiba. Plus récemment, de l'époque, a été lancé le secteur privé et coopératif artisanal dans les réparations, restaurations, commerces, dont le rôle a été renouvelé, je dirais, et réaffirmé. Ce qu'on appelle les petites unités de production coopératives, dont le bénéfice, bien entendu, revient à ceux qui y travaillent. Alors, on y effectue déjà 2 tiers des services de réparation destinés à la population. Un ménage sur 2 en RDA a une automobile, de niveau peut-être certes insuffisant, mais une télévision couleur, et malgré cela, le climat social continue à se dégrader. De déception en déception, chaque événement politique devrait apporter son cortège de mesures sociales ou humanitaires qui furent considérées comme bien insuffisantes. Et cela fut net, je dirais, chez une partie de la jeunesse, qui s'est manifestée plusieurs fois lors des rencontres sportives à Berlin, dans des concerts de rock également. Elle se tourne vers les thèmes écologistes, pacifiques, vers l'Église réformée, qui lui offre des espaces, je dirais, de paradis artificiels, et supporte d'autant plus mal une certaine forme d'autoritarisme idéologique et social du pouvoir. Bien entendu, ils observent certains tons en URSS et dans d'autres pays qui libéralisent leur régime. Le dernier allègement de novembre 1988 aux restrictions et aux déplacements en RFA pour des raisons familiales n'a pas eu l'effet escompté et il a paradoxalement fait croître des frustrations. Alors l'annonce du congrès, je dirais, du parti pour juin 90, soit un an plus tôt que prévu, n'a pas suffi. L'ouverture vers l'ouest de la frontière hongroise, ma foi, la fuite de milliers de jeunes, ayant choqué la population, qui sortit progressivement de la passivité. Les cérémonies du 40e anniversaire, le 7 octobre 89, avec la venue de Gorbatchev, précisant qu'il laisserait tomber Honecker. L'immobilisme confirmé du pouvoir eurent l'effet finalement au fond de la dernière goutte d'eau. Alors, essayons d'être objectifs dans cette mesure-là, sans trop faire la politique de propagande. Les raisons intérieures de la chute de Erich Honecker fut, je pense, à mon sens, l'usure des ressorts économiques et du pouvoir, et de son modèle qui était finalement au fond le hiatus croissant entre le pouvoir et le peuple. Une crise, je pense, de confiance profonde qui s'est traduite par une immigration massive de l'été et l'automne 1989, avec des appels de phare de propagande, bien entendu, des adversaires, dont aujourd'hui les Allemands de l'Est y sont revenus, mais trop tard. Le nouveau gouvernement de la RDA doit, je dirais, a essayé une réforme. Honecker a été dans l'obligation de quitter le pouvoir, Ergon Krenz a suivi, en n'oubliant pas de citer également la fameuse phrase de Schabowski sur les Allemands peuvent franchir le rideau, mais incapables de préciser quand, et quant à la question du journaliste, dès à présent, ce qui a eu des conséquences terribles. Et finalement, au fond, si on peut regarder aujourd'hui, premièrement, la problématique de réforme en profondeur de l'économie, que ce soit une réforme économique demande du temps et de l'expérience, montre que les conséquences négatives viennent tout de suite, alors que les résultats peuvent demander 5 ou 10 ans, ça c'est un fait établi en économie. Et quel que soit le cours que peut prendre, je dirais, la réforme économique, et finalement, au fond, devra tenir compte pendant longtemps des structures léguées par le gouvernement.
choix stratégiques en faveur du lignite national, de la revente de carburant, de la construction presque de A à Z d'un secteur électronique informatique, productique, hein, que l'Allemagne fédérale a récupéré, puisque Robotron reste encore aujourd'hui une référence, dont un simple, je dirais, maintien du retard et des sommes énormes, une sorte d'insuffisance de spécialisation, tant interne qu'externe, extrêmement coûteuse pour une petite économie ou une industrie très concentrée autour des combinats dont la situation de monopole, je dirais même, rend problématique l'usage de la régulation des prix. N'ayons pas peur de le dire, également une transformation de la régulation de demande, aussi, je dirais, une modification des comportements. Et c'est peut-être ça qui sera le plus long. C'est un des héritages, je dirais, les plus lourds de cette période-là, parfois considérée comme porteuse d'acquis à préserver. Dans cette, je dirais, on peut mentionner également, dans cette analyse, la structure écartelée des prix de consommation, la faible différenciation des revenus, l'inflation contenue au prix d'un montant important d'épargne, l'installation d'une norme également de consommation occidentale et le plein emploi qui, je dirais, fut vite oublié en RDA et dont les Allemands de l'Est, en étant intégrés, ont su ce que c'était d'être mis au chômage et de ne plus avoir, je dirais, d'acquis sociaux. Et tout cela, bien entendu, sont autant de paramètres d'un mode de régulation qui sont eux-mêmes dépendants de la confiance politique qui s'instaure avec le pouvoir et la réponse aux aspirations à consommer. La marge de manœuvre, je dirais, du nouveau pouvoir, comme écrit effectivement certains analystes, sera largement plutôt dominée par une volonté de fusionner avec cette nouvelle Allemagne par un esprit de vente et de cupidité. Il n'y aura effectivement pas de redressement ni de réforme économique, si ce n'est que d'accepter les normes de la RFA. Et finalement, au fond, les tensions sociales ont continué, mais le monde a déterminé qu'effectivement, la RDA fait partie du passé. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que ça a été un peu long, mais je voulais bien mentionner que finalement, au fond, cette petite Allemagne que fut la République démocratique allemande euh, a bien puisé également son socialisme dans ses traditions prussiennes. Car le centralisme est aussi une conception très prussienne. Et donc, non, la RDA ne fut pas un jouet de l'Union soviétique, mais bel et bien son code génétique de la Prussie orientale et de la Prusse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique. Je sais que j'ai été un peu long, mais je n'avais pas trop le choix et Dieu sait que j'ai résumé. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine chronique. Merci à vous.